Aujourd'hui, de l'organe d'information officiel des évêques allemands, nous recevons ceci: bonne fête des diaconesses. Oui, c'est aujourd'hui la journée des diaconesses en Allemagne. Le titre principal et l'événement central pour la fête du diacre aspire, demande d'ouverture des bureaux d'ordination, publié hier, 28 avril. En faisant défiler vers le bas, nous trouvons cette petite information: depuis 1998, la fête du diacre est célébrée en Allemagne chaque 29 avril. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune femme diaconesse dans l'Église catholique, mais uniquement des diacres masculins, cette situation pourrait changer, car il existe des partisans influents. Ce vendredi ou samedi, et ce week-end ont été assez déroutants pour ceux qui savent ce qui se passait en Oklahoma, mais j'ai rapporté qu'en Allemagne, un évêque a déclaré 13 femmes diplômées du séminaire comme diaconesses, en esprit, peu importe ce que cela signifie. Ainsi, depuis 1998, depuis 26 ans, la journée du diacre est célébrée dans l'Église en Allemagne. Voici un indice sur la façon dont cela va se terminer. Au cours des 4 derniers jours, quelques prêtres ont envoyé des courriels racontant des histoires de femmes aux États-Unis qui ont obtenu leur diplôme du séminaire et à qui on a dit d'attendre que l'Église change son enseignement sur l'ordination, alors qu'elles pourraient devenir ordonnées diaconesses. Et il y a beaucoup de gens dans cette position, attendant avec impatience ce qui pourrait arriver plus tard dans l'année, même si j'ai tendance à penser que ce ne sera pas une ordination formelle. Ce qu'ils font ressemblera à une commande à tous égards, mais il y aura l'assurance que ce n'est techniquement pas le cas, car il manquera un élément clé, mais nous savons tous que cela n'empêchera personne de donner suite aux commandes une fois que cela se produira. C'est ainsi que les choses se passent, alors bonne fête du diacre à tous. Marquez la journée en remerciant une diaconesse près de chez vous, je suppose. Au niveau international, de nombreuses conférences épiscopales manifestent un intérêt croissant pour la question des diaconesses. Dans certains pays, comme l'Allemagne et certaines régions d'Amérique latine, les évêques ont ouvertement exprimé leur soutien à l'idée d'ordonner des femmes diaconesses, reconnaissant leur rôle vital et souvent méconnu dans les communautés paroissiales. Certains signes concrets de changement sont déjà visibles. Par exemple, dans divers contextes diocésains, les femmes assument des rôles qui, bien que non sacramentellement ordonnés, sont très proches des fonctions traditionnellement réservées aux diacres, comme la prédication, la gestion caritative et la direction liturgique. Passant à une histoire que vous avez peut-être vue partagée sur Facebook et Twitter hier, passons au travail de Damian Thompson. Si vous ne le connaissez pas, Thompson est l'animateur du podcast Holy Smoke. Il a publié cet article sur un herd, où il fait un excellent travail en rassemblant en un seul endroit bon nombre des problèmes que nous avons rencontrés, y compris des informations moins connues. C'est pourquoi, d'une certaine manière, il expose bon nombre des problèmes actuels de l'Église qui sont au cœur de ces questions. Le titre de son article est « Les scandales qui hantent le pape François, les cardinaux complotistes aiguisent leurs couteaux ». Je vais commencer par réaffirmer quelque chose. Premièrement, vous devriez prier pour lui. Si vous avez le temps de le critiquer ou de penser du mal de lui, alors vous avez certainement le temps de dire quelques prières pour lui. Deuxièmement, je pense que c'est une erreur de penser que sa papauté touche bientôt à sa fin. Cependant, je pense que nous approchons de la phase tardive de son pontificat, semblable à celui de Jean-Paul II, où il sera clair pour tout le monde qu'il ne va pas bien, même s'il doit continuer à travailler en coulisses. Cela dit, il est très clair qu'avec la publication des lettres Deos et Deos II, les cardinaux conservateurs, du moins ceux favorables à la tradition, se préparent pour le prochain conclave. Mais j'ai aussi signalé qu'il existe, en substance, un nouveau groupe de Saint-Gall, qui est encore une fois le groupe de Saint-Gall, avec de nouveaux évêques. Ils ont commencé à se rencontrer et pourraient le faire plus ouvertement, en préparation du prochain conclave, et ont déjà défini le type de pape qu'ils souhaitent, quelqu'un sur la même longueur d'onde que François sur à peu près tout, quelqu'un de plus charismatique que lui ou du moins de plus discipliné dans sa façon de s'exprimer, mais surtout quelqu'un qu'ils peuvent contrôler, car Francesco les corrige de temps en temps, même si je soupçonne que cela arrive parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il fait. Poursuivant l'analyse de la dynamique au sein de l'Église, Damian Thompson souligne que les cardinaux sont déjà en réunion pour discuter du choix du prochain pape. Certains cardinaux libéraux, se sentant protégés sous l'aile de François, échangent des notes dans un bar près de l'église. Porte du Vatican. Les cardinaux conservateurs, plus inquiets, se retrouvent pour dîner dans les appartements les uns des autres ou, s'ils peuvent faire confiance aux serveurs respectueux, dans leur restaurant préféré. Le pape reste discret sur son état de santé et s'est remis il y a 2 ans d'une opération majeure du côlon qui était présumée avancée. François a 87 ans, il est le pape le plus âgé depuis plus d'1 siècle, et un conclave ne peut pas être trop loin.
Phil Lawler, de l'agence de presse allemande KN, a déclaré en janvier que voir le pape s'y essouffler lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle il était trop malade pour répondre à des questions préparées à l'avance, était un moment difficile pour moi et je peux dire que cela a affecté beaucoup de gens sur le plan émotionnel. Au Vatican, les nerfs sont toujours tendus dans les dernières années d'un pontificat. Dans le cas de Benoît XVI, un conservateur, ces années ont été éclipsées par des fuites allègrement rapportées par une presse hostile, révélant une corruption abondante au sommet de la curie romaine, le gouvernement du Saint-Siège. Benedetto était trop affaibli pour agir. Les divisions croissantes entre catholiques libéraux et conservateurs, qui remontent au Concile Vatican II, ont été encore exacerbées sous l'actuelle papauté de François. Ces tensions seront inévitablement au centre des discussions pré-conclave des cardinaux, qui auront du mal à séparer la politique de François de sa personnalité, étant donné qu'il prend visiblement un plaisir à surprendre l'Église universelle par ses décisions. Cette situation a conduit à un besoin croissant d'un leadership capable de recomposer l'unité, ou du moins d'atténuer les fractures existantes. La future direction de l'Église devra s'attaquer non seulement aux divisions théologiques, mais aussi aux conséquences pratiques des décisions prises au cours de ce pontificat, qui ont souvent pris la forme de motu proprio, des actes législatifs émis directement par le pape. La manière dont François a géré le pouvoir a également renforcé l'idée selon laquelle le prochain pape devra être quelqu'un capable de gérer avec soin les attentes libérales et conservatrices, tout en évitant de trop pencher dans un sens ou dans l'autre. Le défi sera de trouver un dirigeant qui non seulement reflète le désir de réforme et d'ouverture de Vatican II, mais qui soit également capable de respecter la tradition et les préoccupations des catholiques les plus conservateurs. Ces dernières années, la question de l'ordination des femmes diaconesses a émergé avec une force renouvelée au sein de l'Église catholique, alimentée par les discussions théologiques, la pression communautaire et l'ouverture de certains dirigeants de l'Église aux questions de genre et d'égalité. Ces développements suggèrent que l'Église est peut-être sur le point de connaître des changements importants concernant le rôle des femmes dans le ministère ordonné. Le prochain pape sera confronté à une période de défis significatifs et d'opportunités pour l'Église catholique. Dans le but de répondre aux besoins contemporains tout en préservant l'héritage riche de la tradition, sa tâche principale consistera à équilibrer le respect des doctrines avec l'ouverture aux réformes nécessaires pour aborder les questions sociales et spirituelles de notre temps. La transparence, le dialogue ouvert et l'inclusion seront cruciaux pour guérir les divisions internes et renforcer la mission universelle de l'Église. Le nouveau leader aura également pour mission de réformer la Curie vaticane, en améliorant l'efficacité et l'intégrité de ses opérations. Il sera essentiel de s'attaquer fermement aux problèmes de corruption et d'abus, en établissant un climat de confiance et de responsabilité. En même temps, le pape devra être un pont entre les différents courants théologiques et culturels présents au sein de l'Église, en promouvant une unité qui ne standardise pas mais respecte la diversité. En outre, le futur pape devra être une figure capable de naviguer dans les eaux complexes du Vatican et de la politique mondiale, en tenant compte des influences externes et internes qui cherchent à façonner l'orientation de l'Église. Cela sera essentiel non seulement pour maintenir la cohésion au sein de l'Église, mais aussi pour garantir que le Vatican reste une voix influente et respectée sur la scène mondiale. Si vous avez aimé la vidéo, commentez et Amen. Que Dieu te bénisse.